Bonjour à tous, donc moi je me présente, Gilles Meyer, je suis enseignant-chercheur à l'école vétérinaire de Toulouse. Donc avec une partie enseignement qui est une partie qui ne vous intéresse pas, qui est ici c'est la clinique médecine population, médecine individuelle, et une partie recherche, expertise on va dire, plus centrée sur les virus. Donc je travaille principalement sur les virus respiratoires, parce que c'est aussi, ça pose aussi des soucis en élevage, et deux, j'ai aussi un dada sur les pestivirus. Et alors actuellement, je suis peut-être plutôt sur le border avec les GDS Aveyron parce qu'il y a des soucis de border locaux là-bas, mais on garde quand même une valence pestivirus assez importante. Okay. Dernier point, je suis aussi expert au CES Santé Animale de l'ANSES, donc je vais peut-être passer le plan pour l'évaluation ANSES incessamment. Je vais vous parler aujourd'hui simplement des plans de prévention qui vont être centrés sur l'Europe, puisque c'est l'Europe qui a engagé des plans vraiment de contrôle et de maîtrise de la BVD si on regarde dans le reste du monde, avec deux objectifs. Je vais vous donner de l'information, je ne vais pas vous donner des solutions, je ne vais pas vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que c'est tellement complexe et c'est tellement adapté à chaque situation locale, mais c'est pour vous donner de l'information, et notamment c'est toujours intéressant de voir ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été engagé, parce qu'on peut toujours en retirer des informations extrêmement importantes. D'accord ? Et donc je reviendrai très peu sur la France, même si en France il y a des choses qui ont été faites, notamment en Bretagne, il y a quand même une évolution favorable. Je laisserai à David le soin de discuter de la stratégie française. Donc si on regarde maintenant le contrôle, la maîtrise de la BVD, c'est pas nouveau. Ça date des années 80. Et à l'époque, si vous voulez, le principal objectif, c'était la maîtrise économique. C'est-à-dire l'impact que pouvait avoir la BVD en termes de santé, soit sur les troubles de la reproduction, soit, et aux États-Unis c'était le cas, par des passages de souches qui étaient hyper virulentes et qui entraînaient quand même des diarrhées avec des conséquences économiques extrêmement importantes, voire ce qu'on appelait les thrombocytopénies, donc les hémorragies successives chez les bovins. Et donc l'objectif c'était purement économique, limiter l'impact clinique, et dans ce cadre-là, c'était la vaccination qui était principalement utilisée. Et la vaccination est toujours utilisée de manière intensive aux États-Unis pour essayer de limiter cet impact clinique. Okay, on était à une époque où l'identification, le mécanisme des IP n'était même pas encore élucidé. Okay. Si vous regardez maintenant dans le monde, vous avez de la BVD un peu partout dans le monde. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Amérique du Sud. Les trois quarts des plans de maîtrise restent principalement axés sur limiter les pertes économiques. Il y a quelques États, comme le Wisconsin, le Michigan, qui ont entraîné des plans de maîtrise basés sur l'élimination des IP, mais ça reste d'abord de la justification économique avec de la vaccination, et ils y viennent petit à petit essayer d'éliminer les épis, mais sur un mode de gestion plutôt facultative, qui n'est pas un mode de gestion collective. D'accord ? Donc ça reste quand même, de ce point de vue-là, un mode de gestion complètement différent. Donc du coup, sur le contrôle de l'IBR, est apparu en Europe différents modèles qui visent à éliminer la BVD. Alors, je vous ai mis éradication, mais normalement, théoriquement, sensu stricto, l'éradication, c'est la disparition d'une maladie et de son agent infectieux dans le monde. Donc on en est encore loin. Et donc l'éradication, si pour mémoire, il n'y a que la variole humaine et la peste bovine qui sont des maladies officiellement éradiquées. Donc on en est encore loin, c'était juste pour dire, on parle d'éradication, mais on n'y est pas encore. Okay. C'est apparu, en fait, les plans d'élimination ou de maîtrise, ils sont apparus suite au mécanisme d'identification des IP, donc je ne vais pas revenir dessus, et le fait que finalement l'IP, c'est quand même la clé de voûte du mode de transmission et de diffusion de la maladie. Et les premiers à s'être engagés, c'est les pays d'Europe du Nord, très rapidement dans les années 93, alors qui partaient quand même d'une situation relativement privilégiée, puisqu'ils avaient une prévalence assez faible de l'infection, des élevages quand même très éloignés les uns des autres, avec très peu de contacts, très peu de voisinage, des marchés somme toute très limités, et des importations qui l'étaient aussi. Et donc ils ont pu mettre en place des mesures de biosécurité assez facilement, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes nos régions, et en fait essayer de détecter les IP, alors par des approches sérologiques, ils cherchaient les cheptels à forte prévalence, à forte circulation de virus, et en fait dedans, ils allaient chercher les IP, ils éliminaient les IP. Donc moyennant ça, ils sont arrivés à peu près en 10 ans à éliminer la BVD, et donc en Europe du Nord, on peut dire que les pays sont indemnes de BVD, officiellement. Est apparu en fait, vous avez une deuxième série là, à partir de... Alors l'Autriche est partie sur le même principe que les Scandinaves, mais les autres pays sont partis sur un principe différent, et ce principe en fait il est lié au fait qu'entre-temps on a aussi développé des outils de diagnostic beaucoup plus efficaces, et notamment de détection des IP. Donc on va en parler un petit peu après.
Et ces outils de diagnostic, que ce soit les biopsies auriculaires par exemple, hein, et les PCR ou les antigènes E0 sur les biopsies auriculaires, sont relativement performants. Et ça a permis à ces pays d'engager en fait des méthodes de maîtrise de la BVD, non pas ciblées sur des approches forcément sérologiques au départ, mais on va chercher les IP et on va les chercher les plus précocement possible pour les éliminer le plus rapidement possible. C'est ça le principe. Okay, et c'est ce qu'on va détailler un peu dans ce qui suit. Et vous voyez qu'il y a donc des plans qui ont été développés en Suisse, donc c'est les premiers à s'y être impliqués. Puis maintenant vous avez l'Écosse en 2010, l'Allemagne en 2011, l'Irlande, la Belgique. Vous voyez que la France, j'ai rien mis. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Okay, on est bien d'accord. Ça veut dire qu'au niveau gestion collective nationale, on n'a pas pour le moment de plan de gestion collective nationale. Donc on vous en parlera beaucoup mieux que moi parce que plus tard, simplement, il y a quand même des choses qui ont été faites. Hein. Les GDS bretons, si vous regardez l'évolution de la BVD en Bretagne, c'est quand même une évolution extrêmement favorable. Donc il y a quand même un travail qui a été fait considérable. Alors certes, en élevage laitier, dans des situations un peu épidémiologiques, plutôt en élevage laitier, avec des contextes un peu particuliers, mais on a quand même des cas, enfin on a quand même une élimination, enfin un nombre d'IPI maintenant qui est relativement très très faible en Bretagne, même si on sait qu'il y a encore des poches où ça réapparaît pour telle ou telle raison. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi pourquoi maîtriser la BVD. Okay, la justification des pays européens, c'est d'abord une justification économique. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que calculer l'impact du BVD dans un élevage quand il arrive, sur des animaux naïfs, ça on sait faire. Et vous avez l'équipe, par exemple, Raphaël n'est pas là, mais l'équipe de BioEpar, okay, ils ont développé des modèles suffisamment pertinents, élevage par élevage. Essayer de calculer l'impact économique au niveau national, ça devient un peu plus compliqué. Et si vous regardez la littérature, il y a quand même de nombreuses études qui sont ressorties avec des résultats très différents. Pourquoi ? Parce que chaque étude prend en compte des paramètres différents et pour chaque paramètre, même, des fois, ils mettent des facteurs d'indexation un peu différents. Okay ? En gros, toutes les études prennent en compte les perturbations de la fonction de reproduction. Ça tombe bien parce que dans les articles, vous voyez que ça représente à peu près 90% du coût de l'infection virale. Donc que ce soit avortement, retour en chaleur, morbidité, mortalité néonatale. La plupart des études vont prendre en compte la chute de production laitière et les pertes de lait associées à la BVD. Là où ça devient encore plus compliqué, c'est comment on comptabilise toutes les affections dites associées, puisque vous savez que le BVD il a un effet immunosuppresseur, donc potentiellement il va favoriser les entérites, il va favoriser les bronchopneumonies infectieuses, même si ce n'est pas l'agent principal, il va potentiellement jouer un rôle dans les mammites, et ça, on ne sait pas le considérer, c'est très difficile à évaluer d'un point de vue économique. Okay ? À côté de ça, vous avez des paramètres qui sont mesurables et puis des paramètres qui ne sont pas forcément très bien mesurables parce qu'ils sont liés à la densité des cheptels et ils vont varier en fonction de l'immunité anti-BVD initiale. Si vous avez un grand nombre de séropositifs, vous pouvez considérer que les animaux sont quand même protégés. Ce n'est pas pareil que si vous avez un élevage séronégatif ou une situation, un pays séronégatif avec un impact potentiel possible si le BVD réapparaît, beaucoup plus important. Le nombre, le stade des vaches en gestation, surtout la virulence des souches. Okay. Ça, c'est important aussi. On a tendance quelquefois à l'oublier, mais on sait que maintenant, il y a des souches qui sont beaucoup plus virulentes, qui se transmettent beaucoup plus et qui excrètent beaucoup plus chez l'animal. Okay. Donc ça, on ne peut pas savoir quelle souche va passer dans votre région ou dans le pays. Le risque d'infection animale et le pourcentage d'auto-guérison. Donc bref, si on fait la somme, je vous ai mis en exemple des résultats au niveau européen, vous voyez que ça peut varier de 10 à 40 $ par vélage, ou alors vous prenez en millions, soit de dollars, soit millions d'euros, au niveau national. Juste deux exemples très différents. Le Danemark, eux, ils sont calculés, ils sont partis d'une position avant qu'ils mettent en place de maîtrise, ils avaient 34 à 45% d'incidence. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc ils étaient bien plombés quand même. Ils avaient estimé qu'avec ça, les pertes de reproduction plus les pertes de lait, ils arrivaient à peu près 20 millions de dollars de pertes par an. Ce qui est énorme parce que l'élevage danois, c'est pas 20 millions de vaches comme chez nous, quoi. Ils ont calculé leur plan, ils ont estimé que leur plan était à 9,5 millions par an. Okay, ils ont estimé que c'était bénéfique. Donc eux, ils sont partis sur une maîtrise et ils sont maintenant indemnes de BVD. En sachant qu'au fur et à mesure que ça évolue, les coûts des plans, ils deviennent de moins en moins chers. Les dernières années, ils étaient à 3,5 millions à peu près de dollars pour un plan. Donc pour eux, c'était rentable et ils ont considéré que c'était rentable. Le Royaume-Uni, eux, ils ont fait une approche qui est plutôt une approche par stimulation. Et vous voyez qu'en fait, ils arrivent à des résultats quand même assez variables. Le coût, il peut être de 10 à 55 millions d'euros. C'est pas anodin, hein, c'est 5 fois. Donc, et en fait, ça, c'est forcément lié au pourcentage d'animaux qui seront sensibles. Et surtout aussi, quand ils font varier le taux d'avortement, ça change énormément.
Donc soit il part du minimaliste, 0,001%, jusqu'au maximum à 0,1%, voire 1%. Et alors si c'est 1%, vous arrivez à des coûts de 120 millions d'euros. Et ils se sont dit, la gestion, on a trop de variabilité pour engager un plan national à cette époque. Hein, et donc ils n'ont pas engagé un plan de gestion collective parce qu'ils trouvaient que l'impact, ils n'arrivaient pas à calculer le véritable impact économique et savoir si c'était rentable d'un point de vue économique. Alors je dis le Royaume-Uni, alors il y a deux autres choses, hein. Il y a aussi que les éleveurs anglais sont plus sur de la gestion individuelle que sur de la gestion collective au niveau mentalité. Okay, donc ça on le sait. Alors je parle du Royaume-Uni, mais l'Écosse a quand même engagé un plan indépendamment. Moi je ne mets pas l'Écosse dans le Royaume-Uni, c'est mon côté un peu franchouillard. Donc non, mais eux ils ont estimé, ils ont une situation un peu différente d'élevage, okay, ils ont estimé que ça pouvait être rentable pour eux, et donc ils ont quand même engagé récemment un plan en 2011-2012. Okay. Puis après, je vous ai mis, il y a aussi des motivations politiques, mais ça, c'est quand j'ai discuté avec notamment l'ARCIRF avec les Belges, donc eux, ils sont aussi engagés une partie, il ne faut pas le négliger, hein, c'est aussi le fait que si vous avez tous les pays européens qui s'engagent sur des procédures de gestion, si le train démarre, il vaut peut-être mieux être dans le train que rester sur le quai, quoi, en gros. Et donc il faut voir comment on rentre dans le train, ça c'est toujours les modalités, mais si vous êtes entouré de pays qui ont engagé des plans de contrôle, il vaut mieux pas rester sur place, quoi. Okay. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement des plans de gestion collective nationale, pas parce qu'il n'y a pas des plans de gestion individuels hein, ou régionaux, c'est parce que j'ai peu de données dans la littérature dessus, et en fait on a beaucoup de données sur les plans de gestion collective nationale. Alors le choix d'une stratégie, je vous l'ai dit, il repose sur le coût économique. Okay. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, hein. La prévalence est importante, okay, parce qu'à prévalence, c'est un indicateur à la fois épidémiologique. Plus j'ai une prévalence élevée dans un pays, plus on considère que le temps pour maîtriser la BVD va être relativement long. Ce qui n'est pas forcément, enfin ça à discuter, mais c'est un consensus un peu de ce côté-là. C'est aussi un indicateur économique, parce que plus le temps est long, plus ça va me coûter cher, quoi. Et c'est aussi lié à la pyramide des âges, la densité des cheptels. C'est aussi un indicateur qui peut être extrêmement important, qui est souvent pris en compte. Le troisième facteur qui est pris en compte, c'est la puissance des outils. Si vous voulez mettre en place un plan de stratégie collective, il faut avoir des outils relativement performants de détection, et surtout si ça repose sur les détections et éliminations des IP. On est bien d'accord. Okay. Si vous regardez par rapport à la paratube, on est quand même bien loti en BVD. Il n'y a rien à dire. Okay. On a maintenant des outils qui sont relativement performants. Okay. C'est pas le problème, c'est d'autres problèmes pour les maladies. Et donc ça a permis aussi le développement de nouvelles stratégies, on le verra, hein, les stratégies allemandes, suisses et belges de détection très rapidement des IP sur boucle auriculaire par PCR ou par antigène 0. Bon. Très important, c'est l'objectif et les attentes des éleveurs. Okay, parce que, j'en parlerai un peu tout à l'heure, quand vous regardez les conclusions de tous ces pays qui ont la Suisse ou l'Allemagne, une des conclusions finales, c'est de dire que vous ne pouvez pas engager un plan national qui soit efficace si vous n'avez pas l'adhésion en fait de tout, mais pas que des éleveurs, hein, mais de toutes les personnes impliquées dans les filières et dans ces plans de contrôle. Donc ça veut dire élevage, ça veut dire vétérinaire de terrain, ça veut dire aussi tout ce qui est DGL, en fait tout ce qui est légal. Alors, ces plans, ils reposent sur quoi? Si je pars sur le contrôle, je me dis, je veux simplement faire ce que font les Américains, limiter la casse, okay, dans ce cas-là, je peux partir sur de la vaccination et prévenir l'infection, okay, contre les IP, contre les infectés transitoires, avec des vaccins. Ce qui n'est pas le cas des stratégies européennes, on est bien d'accord. Mais eux, ils continuent à le faire, et ils associent une gestion individuelle des IP. Et finalement, voilà, pour le moment, certains pays ne bougent pas, d'autres pays bougent, et ils restent sur ce statut-là. Si on regarde maintenant par rapport aux pays européens qui engagent un plan de contrôle, okay, il y a deux mesures qui sont mesures phares de tous ces plans. C'est je vais éliminer les sources. C'est la première chose. Okay, et dans les sources, on va voir, il y a à la fois les IP et potentiellement les infectés transitoires. Deuxième chose, une fois que j'ai éliminé la BVD dans mon élevage, il faut absolument que j'ai des mesures qui empêchent la réintroduction du virus dans cet élevage. Donc c'est toutes les mesures de biosécurité externe qui visent à empêcher de réintroduire un animal qui soit IP, ou IT, à l'intérieur d'un élevage qui est déjà sain. La plupart, tous les pays actuellement utilisent ces deux mesures, et certains pays y associent aussi la vaccination. Et on va voir la place de la vaccination dans ces cadres de prévention. Okay, l'Allemagne, la Belgique, l'Écosse, l'Irlande autorisent la vaccination dans leur plan de gestion collective, à l'inverse de la Suisse, par exemple, qui ne l'a pas autorisé. Puis enfin, on le verra, il y a une phase qui est extrêmement importante, c'est qu'une fois que j'arrive à descendre, okay, on va le voir, on a une courbe qui est comme ça, mais après, vous avez un taux d'IP qui reste à peu près constant dans le temps.
Okay, c'est comment je fais en fait pour arriver à descendre encore le taux d'IPI ou du moins maintenir à un niveau que j'estime acceptable d'IPI ou de prévalence de l'infection. Cette phase de surveillance, elle est tout aussi importante que la phase où on élimine les animaux infectés. Alors, les mesures indispensables, éliminer les sources et la biosécurité. Donc on va commencer par les sources. Quelles sont les sources? Je ne vais pas revenir dessus parce que vous êtes tous un peu spécialistes du BVD. Hein. Vous savez que quand il y a une infection transitoire, donc les souches NCP ou CP, mais surtout NCP, se passent entre elles. Donc vous avez une infection classique virale. Je fais une infection, je suis un animal adulte, je ne suis pas gestant. Je fais une infection, je vais multiplier le virus pendant 15-30 jours pour la plupart des souches. Et on va voir qu'il y a des exceptions parce qu'il y a des souches qui excrètent beaucoup plus longtemps. Et puis après, je fais une réponse immunitaire classique, j'élimine le virus et je suis séropositif. Mais pendant ces 15-30 jours, le virus a diffusé largement. Et donc, mes sources de contamination, c'est bien sûr le jetage, mais il y a aussi l'urine, il y a le lait et, en très faible quantité, les matières fécales. C'est quand même beaucoup plus faible. Vous pouvez avoir un nombre très important d'animaux infectés transitoires dans un élevage. Vous pouvez avoir jusqu'à 80% des animaux. Donc vous avez d'un côté beaucoup d'animaux, mais qui vont excréter des quantités sur un temps relativement court, avec des quantités de virus qui en général sont moins importantes que les infectés permanents. Mais ça reste quand même potentiellement une source de contamination. À côté de ça, vous avez le virus qui infecte la vache gestante, qui entre 1 et 4 mois va infecter le fœtus. Donc là, on le sait, il y a une période de reconnaissance du soi. Le fœtus va reconnaître le virus comme étant du soi, donc ne va pas faire de réponse immunitaire contre lui. Par contre, va l'accepter, et donc il y a une multiplication de virus. Les veaux INSIPI, ce qu'on appelle infectés permanents immunotolérants, donc ça veut dire qu'ils ne feront pas de réponse sérologique contre la souche, en tout cas, qui est la souche qui les a infectés. Ils vont excréter du virus toute leur vie à des quantités importantes, alors qu'ils sont variables, hein. C'est jamais comme ça. On peut avoir ça, 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 mais il y a quand même des quantités extrêmement importantes. Mais par contre, vous voyez que dans une population, on estime entre 0,5 à 1,5% le nombre d'IPI. Donc d'un côté, un grand nombre d'animaux, mais transitoires avec des faibles quantités. D'un autre côté, des animaux peut-être moins nombreux, mais qui sont des vraies bombes à contamination. Alors, leur rôle dans la transmission, vous avez une étude là, qui était de 2014. En fait, ils ont pris des veaux naïfs. Et ils ont introduit soit des infectés transitoires, avec une souche 1 ou 2, soit des IPI. Donc, ils ont calculé le R0. Le R0, c'est le nombre de cas secondaires à partir d'un seul cas unique. Donc, j'ai 7 cas secondaires à partir d'un infecté. Théoriquement, on considère que si le R0 est inférieur à 1, la maladie, l'infection va s'éliminer d'elle-même dans l'élevage. Donc vous voyez qu'avec les infectés transitoires, vous avez des R0 qui sont à 0,25 ou à 0,24, donc théoriquement, ça devrait s'arrêter. Et dès qu'ils introduisent un IPI, le R0 il part à l'infini. Conclusion, le rôle principal, ce sont les IPI dans la pérennité de l'infection sur un élevage ou sur une région. Alors, ça c'est théorique. Nous, sur le terrain, on a quand même des résultats, et il y a des études qui l'ont démontré, où vous pouvez avoir une maintenance de l'infection dans un élevage sur 1 ou même voire 2 ans, sans qu'il y ait réintroduction d'IPI. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez une autre source dans l'élevage, et sans qu'il y ait d'achat d'animaux. Hein. Aussi, ça nous est arrivé aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de réintroduction, si vous voulez, même d'un infecté transitoire. Donc, vous pouvez avoir d'autres sources possibles. Donc, il y a d'autres sources qui ont été recherchées. La première, c'est est-ce qu'on peut avoir des infections chroniques chez les animaux? Alors, il y a des démonstrations d'infections chroniques. Dans les testicules, on sait que le virus est capable de persister. Jusqu'à 2,75 ans, on le détecte par PCR après infection. Donc cet animal est séropositif, mais il reste viropositif dans les testicules, et jusqu'à 1 an par virémie. Donc là, on a le pouvoir infectieux par virémie. Et on sait que si la semence elle est réintroduite chez des génisses par insémination artificielle ou direct par semence fraîche, on recontamine des génisses ou des vaches avec le BVD. Alors cela dit, les Américains avaient calculé, c'est à peu près 1 sur 10 000. Donc le risque est quand même relativement faible. Ce n'est pas le risque IPI, mais ça peut exister. Autre possibilité, c'est cette notion d'infection sanguine chronique. C'est des gens qui en fait ont pris des animaux qui sont séropositifs, qui ont été infectés. Ils ont récupéré des lymphocytes 90 à 100 jours après. Donc je vous ai dit, normalement, le virus est éliminé, l'animal fait ses anticorps, il a fait une infection classique. Mais là, 90 à 100 jours après, ils prennent les lymphocytes et les réinoculent à des veaux. Et en fait, les veaux redeviennent viropositifs, qui étaient naïfs, donc ils deviennent viropositifs et font une séroconversion. Ça veut dire que dans le sang qu'ils ont transféré, il y avait encore du pouvoir infectieux potentiel viral. C'est probablement lié à ça. Alors là aussi, ça reste très théorique parce que c'est des infections expérimentales. Ce n'est pas forcément ce qu'on a sur le terrain.
C'est pas non plus la probabilité, peut-être, c'est peut-être 1 sur 10 000, 1 sur 5 000, mais il y a certainement des souches virales qui permettent de persister un peu plus longtemps dans le sang. Le dernier point qui a été évoqué... La transmission, est-ce que vous l'avez faite par voie expérimentale, comment dans la nature, où elle s'explique? Alors, la question, en fait, c'est est-ce que le virus est capable de se réactiver sous certains stimulus? Voilà. Et ça n'a pas été démontré. C'est pour ça que je te dis que c'est très théorique. Tu peux imaginer qu'il est dans les lymphocytes, qu'à un moment donné, il y a une restimulation du style un peu IBR, alors pas forcément, hein, mais une autre voie de stimulation, et qu'à un moment donné, il y a une réplication du virus, et qu'à ce moment-là, il y a une réexcrétion. Mais ça n'a jamais été démontré in vivo. C'est pour ça que je dis que ça reste très théorique. Okay. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur des veaux qui sont, eux, infectés tardivement, des fœtus infectés tardivement, quand vous êtes infecté tardivement, le fœtus, il a son système immunitaire qui est compétent. Okay. Donc, en règle générale, le virus se multiplie, il fait une réponse comme une vache classique, enfin comme un adulte, il va faire une réponse sérologique et il va éliminer le virus. On sait que pour certaines souches virales, il va éliminer le virus, mais ça va prendre 6, 7, 8, 9 mois. Donc, votre animal, il va naître viropositif, séropositif, et il va rester viropositif pendant, alors je dis 9 mois, c'est quand même, c'est le maximum quoi. En général, c'est plutôt 1 mois, 2 mois, mais il va rester quand même viropositif en excrétant pendant 1 ou 2 mois, alors qu'il était, et progressivement, il va éliminer le virus, et il va devenir vironégatif, séropositif. Donc il y a une période aussi d'infection tardive, où quelquefois, on a des animaux qui naissent, qui ressemblent à des hippies, parce que si on les teste que viraux, ils vont sortir viropositifs, et qui sont en infection tardive, et qui continuent à excréter le virus pendant 1 ou 2 mois. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est est-ce qu'il y a d'autres sources, finalement. Okay. Si vous regardez le virus, c'est quand même pas un virus relativement résistant. Donc, la source environnement, elle est faible. Alors, il peut y avoir des contaminations, hein. Ça a été démontré en Allemagne, hein, notamment pour l'épisode de BVD2C, par du matériel d'élevage ou du matériel vétérinaire contaminé. Donc, ça a été clairement démontré pour expliquer la diffusion, l'épizootie qu'ils ont eu en Allemagne en 2012. Mais ce n'est pas quand même la source majeure. L'autre source sur laquelle on peut se poser, est-ce qu'il y a des infections sur des animaux sauvages ou sur des autres ruminants? Alors, sur les animaux sauvages, alors, les pestivirus, ils ont un spectre d'autres extrêmement large. Donc, si vous faites de la séro, surtout des ruminants en Afrique ou tout ça, vous allez voir des animaux séropositifs. Le BVD, lui, est capable en plus d'aller chez les porcs et les suidés, les animaux sauvages. Cela dit, en Europe, on considère à l'heure actuelle que c'est plutôt un cul-de-sac épidémiologique. Ce n'est pas forcément vrai aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont des grands élevages de cerfs à queue blanche, mélangés avec des élevages de vaches. Et il y a quelqu'un qui a bien démontré que le cerf peut être infecté, faire un fan hippie qui va contaminer les vaches. Mais chez nous, c'est un cul-de-sac épidémiologique. La question se pose vis-à-vis des autres ruminants et des ovins. Alors, les chèvres, ce n'est pas un gros problème. Elles peuvent être infectées par le BVD, mais c'est probablement un taux d'infection relativement faible. Par contre, les ovins sont relativement réceptifs à l'infection par le BVD. OK ? Expérimentalement, vous mettez une souche NCP, la souche qu'on avait utilisée pour tester la validité du mucosifa, on l'avait mis aussi sur des ovins, ça passe très bien, ça vous fait des agneaux hippies qui excrètent le virus avec une très grande quantité. Okay. Je ne sais pas quelle est la situation en France, parce que je n'ai pas de données. Je sais que nous, dans le sud-ouest, quand on isole des pestivirus à partir d'ovins, on a d'abord majoritairement des border disease, qui est le virus ovin. Okay. On peut avoir quelquefois du BVD, mais en grande majorité, ça reste du border. Et le border, lui, il passe très peu chez le bovin. Il passe, mais l'efficacité est beaucoup moins bonne. Par contre, je sais que les Autrichiens, par exemple, eux, ils avaient des gros soucis avant d'éradiquer, quand ils montaient en estive, parce que leurs estives, elles étaient mélangées bovin-ovin. Okay, et systématiquement, à chaque descente d'estive, vous aviez des ovins qui étaient positifs, des bovins, et ça se contaminait en BVD1, notamment, assez facilement. Je pense que la situation française est un peu différente, mais il faut aussi penser que ça peut être une autre source de contamination. D'accord. Puis après, il y a éventuellement, j'ai pas d'IPI, mais j'achète un infecté transitoire. C'est le cas le plus classique qu'on va voir tout à l'heure. Donc juste pour les applications... Et la Suisse, tu disais qu'il était indemne, mais on voit qu'elle est entourée de pays qui sont indemnes. Est-ce que Alors la Suisse, elle est à très bas niveau d'IPI. Elle est à 0,02%. Ils retestent les descentes. En fait, s'ils considèrent que l'estive est à risque, okay, ils continuent à tester en boucle auriculaire dans les estives, en fait dans les vaches, dans les veaux qui naissent, et ils font des analyses sérologiques sur les animaux qui reviennent, puisqu'ils sont censés être indemnes et donc séronégatifs. Donc en fait, ils identifient clairement des régions à risque et des zones à risque, ce qui est très intéressant d'un point de vue épidémiologique, pour eux. Okay. Donc juste pour revenir, ce que je vous ai dit là, ces modalités de transmission, c'est des démonstrations, c'est des hypothèses, c'est quand même pas
la mode de transmission numéro 1. Le numéro 1, c'est quand même l'IPI. Et donc à un stade où vous démarrez un plan d'éradication, c'est quand même l'IPI qui est le plus important de loin. Les autres, on peut s'en occuper, mais quand on est déjà arrivé à un stade où on a déjà bien éliminé le virus, quoi. Pour se poser des questions pour les foyers qui restent, qui persistent, qu'on n'arrive pas éventuellement à éradiquer. Donc l'IPI, ce qui est important, ce qui a été pris en compte dans les pays Suisse, Allemagne, c'est de dire on va prendre en compte les IPI et les IPI seulement dans un premier temps, okay, puisqu'ils sont la principale source. Par contre, on va essayer de les détecter très rapidement et surtout d'éliminer les animaux très rapidement. Donc je vous montrerai les différents plans allemands, suisses et belges. Et ça, on peut le faire parce qu'on a des moyens techniques efficaces qui permettent de le faire. Alors, il y a toujours des limites dans les tests, hein. Vous savez que sensibilité et spécificité, c'est jamais 100%, okay, par définition. Par contre, on a quand même des tests relativement efficaces. Okay. Vous avez des tests antigènes, hein, que ce soit contre NS2.3 ou E0. Alors le NS2.3, il est moins utilisé parce qu'il est relativement moins sensible. Alors la sensibilité, c'est juste pour information, hein. Ça dépend du test. Là, je vais juste donner un exemple, mais vous avez des sensibilités différentes en fonction des tests utilisés. Okay, mais vous avez en général une sensibilité un peu moins bonne, une détectabilité un peu moins bonne parce que c'est une protéine qui n'est pas excrétée comme la protéine E0 par le virus. Alors, en fait, le virus excrète cette protéine en grande quantité dans le milieu extérieur, okay, dans la cellule, hors cellule, et donc en fait il y a des quantités plus importantes, la détectabilité est un peu meilleure. Et notamment on peut le tester la E0 dans le sérum. Okay, donc ce sont des tests qui sont relativement efficaces, et vous avez bien sûr la PCR, okay, qui a un niveau de détectabilité relativement bas, puisque en fait, expérimentalement, on arrive à 2-3 copies, même si les tests sont validés pour 100 copies, hein, parce qu'il faut vous donner une marge de manœuvre, mais ce sont des tests qui sont relativement performants. Ça, c'est une protéine extrêmement conservée, donc l'avantage, c'est que je fais toutes les souches. Celle-là, elle est un peu moins, mais à l'heure actuelle, on arrive à faire toutes les souches, et la PCR, elle est faite, elle est de telle manière à ce qu'on couvre à peu près toutes les souches de BVD. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est diagnostic, je pense qu'ils en parleront un peu mieux que moi, ou une présentation après. Donc l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail. Ce qu'on a souvent, nous, sur le terrain, c'est plein de questions sur ce type de diagnostic. C'est est-ce qu'on peut différencier un IPI d'un IT avec un seul test et un seul prélèvement? Donc là, moi, je vous ai mis mon opinion personnelle. On n'est pas forcément d'accord. À l'heure actuelle, je pense que par PCR, on ne peut pas systématiquement différencier un IPI d'un IT. Moi, j'ai des IPI qui ont des CT de 30-32, identifiés. J'ai des infections transitoires avec des souches hyperviolentes qui descendent à des CT de 23. Alors si vous le faites au niveau global, effectivement, vous allez avoir 2 nuages, quoi. Ça c'est clair, mais vous avez quand même un niveau de chevauchement qui fait qu'à l'heure actuelle, moi je dirais, je ne mettrai pas ma main à couper dessus là-dessus. Sur un seul test, un seul prélèvement. Vous pouvez faire 2 tests, hein. Vous pouvez faire une séro plus une PCR, si ça sort séropositif, donc le problème est résolu, quoi. Okay. Peut-on utiliser ces tests en mélange? Oui, mais il vous en parlera. Ça dépend du test, ça dépend du site, si c'est biopsie ou sang. Okay. Détecte-t-il toutes les souches de BVD? Je vous en parlerai un peu à la fin, donc sur la diversité des pestivirus. Et peut-on les utiliser sur toutes les matrices? Et bien là aussi, ça va dépendre du test. Je vous ai simplement mis un exemple parce qu'on nous pose vraiment cette question-là sur la naissance, sur cette notion de naissance et de test. Okay. Vous savez que si vous naissez d'une mère, un IPI, il naît d'une mère qui a été infectée, alors soit l'IPI, okay, ça ne pose pas de problème, soit c'est une mère qui a été infectée transitoire et elle va faire une réponse sérologique, donc elle va avoir des anticorps dans le colostrum. Et le veau IPI va boire du colostrum. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, et ça c'est le résultat d'une expérience en Allemagne, on sait que ces anticorps neutralisants vont neutraliser le virus, au moins dans le sérum. Il y a des taux relativement efficaces. Alors ça va dépendre des quantités d'anticorps dans le colostrum, ça dépend de la souche IPI, mais on sait que quelquefois, en fait, c'est suffisant pour réduire de manière drastique la quantité de virus, même chez l'IPI, dans les premières semaines de vie. Donc application, alors de toute façon les antigènes NS2.3 ne sont pas applicables sur le veau dans les premiers jours de vie parce qu'il y a une interférence sur le colostrum, dans le sérum, mais y compris sur les biopsies. Application à la PCR, si vous faites de la recherche de PCR sur sang, sur sérum chez un veau, vous ne pouvez pas faire de PCR mélange, enfin en tout cas les Allemands ont interdit par exemple la PCR mélange sur des veaux jusqu'à l'âge de, alors au début c'était 3 mois, maintenant c'est 1 mois. Ils considèrent que vous pouvez passer à côté d'un IPI. C'est différent si vous êtes sur des biopsies auriculaires. Pourquoi? Parce que dans les biopsies auriculaires, le virus il diffuse dans tout le tissu. Les anticorps, eux, sont simplement uniquement dans le sang, enfin dans le sérum. Et donc il y a une moindre interaction de la neutralisation par rapport au virus. Et donc vous avez, vous voyez, une stabilité des charges virales quand même relativement importante par PCR. Et même si vous utilisez un antigène E0, vous avez une baisse d'un facteur et vous avez encore des quantités détectables. Donc là, l'auteur il avait dit pas d'antigène E0 à partir de 3 mois pour l'antigène ERNS. ERNS c'est E0, c'est la même chose, hein, excusez-moi. Okay. En fait, ils ont amélioré les tests depuis. Et là, alors, par exemple, en Allemagne, ils sont à 1 mois. Donc ils considèrent qu'on ne fait pas de 0
avant un mois. Okay. On peut, à mon avis, c'est discutable, hein, le faire avant. Ça, c'est des discussions de quel type de test. Mais ils font plutôt des PCR sur les premiers mois. Okay. Éric Ledréan, avec les GDS, vous aviez fait une étude qui était assez intéressante sur plus de 7000 prélèvements, qui avait montré qu'en biopsie auriculaire, on avait quand même une très bonne qualité du test 0 et du test PCR, avec une différence, c'est que le PCR, on pouvait même le faire éventuellement en mélange de 10 sur biopsie auriculaire. Donc ça avait été présenté au Congrès européen BVDD en 2013, donc sur l'étude qui avait été menée sur les boucles auriculaires PCR versus BVD. Donc ils avaient obtenu des bons résultats avec une bonne concordance entre le E0 et la PCR, puisqu'il y avait un coefficient kappa de très très bon. Donc on élimine les épis, on a des outils quand même relativement efficaces. Après, vous verrez quels sont les choix stratégiques pour les éliminer et les détecter. Okay. La deuxième chose, c'est quelles sont les mesures, la deuxième mesure visant à éliminer, à enfin empêcher l'introduction du virus sur des élevages pour lesquels on a éradiqué, éliminé les épis et pour lesquels on a plus d'infection. Alors, vous voyez, je vous ai mis toutes les sources possibles d'introduction. Il y en a beaucoup. Alors, je pense que pour moi, les vertes sont les plus importantes, de loin. Donc la faune sauvage, on en a parlé, les autres ruminants, le matériel commun, ça peut arriver, mais c'est quand même risque nul à minime. L'embryon et le sperme, les centres d'assimilation quand même contrôlent la BVD depuis un certain nombre de temps. Okay, il y a un traitement des embryons qui fait que le risque est considéré, en tout cas au niveau agence de risque, comme nul à minime. Okay. Les risques, c'est quoi? J'introduis, on le sait tous, j'ai introduit un animal qui est infecté transitoire ou IPI, principalement, lors d'achat, de prêt, lors de réintroduction à l'estive ou en concours, ou des risques spécifiques d'introduction. En Bretagne, ils ont de gros soucis dans les ateliers laitiers, pour lesquels il y a aussi un atelier d'engraissement, pour lequel ils font venir un turnover d'animaux à l'engraissement qui ne sont pas forcément certifiés non IPI. Et en fait, vous sulfatez l'élevage laitier à partir de l'élevage d'engraissement pour peu qu'il n'y ait pas de biosécurité entre les deux. Et ça relance les IPI dans l'élevage laitier, c'est reparti pour un tour. Par exemple, ok. Ça peut être un autre exemple. Ça peut être aussi, il y a plein d'exemples comme ça. Le voisinage, alors on peut en parler du voisinage, okay. Je n'ai pas trop le temps aujourd'hui, mais ça peut être effectivement un facteur de risque très important. Ce n'est pas la même chose si vous êtes en Bourgogne, avec des élevages de charolais où vous avez une ferme pour 7-8 fermes autour, et en élevage laitier, je dirais breton, où on peut avoir des mesures de biosécurité beaucoup plus strictes, où ils sont en zéro pâturage. On sait que par exemple la Bourgogne est une situation à risque, puisque en fait les animaux sont sortis à l'été, bien sûr, au pâturage, avec des contacts fréquents entre voisinage, à une période où justement les femelles sont en gestation et à la période propice à la création des épis. Donc dans ces cadres-là, si vous avez des risques de voisinage, il est clair que si vous devez faire un plan de prévention, il faut que ce soit un plan de prévention, alors pas forcément global, mais en tout cas qui prenne en compte une unité épidémiologique et pas seulement l'élevage. Si vous considérez seulement l'élevage et qu'à côté les éleveurs, ils ne font pas de plan de prévention et qu'ils ont du BVD, le risque de recontamination est extrêmement important. Et de là, l'intérêt potentiellement des vaccins pour sécuriser l'élevage qui était resté indemne. Et on va en discuter un petit peu après. Donc vous voyez qu'il y a des risques quand même qu'il faut prendre en compte et qui sont très spécifiques par rapport aux élevages et par rapport aux filières qui sont incriminées. Alors simplement, pour la sécurisation des mouvements, on va revenir sur l'aspect introduction qui est quand même le plus important. Okay. J'ai introduit dans mon élevage indemne un IPI ou un infecté transitoire. Et je relance la BVD dans cet élevage. Si vous regardez le risque, vous avez le risque de l'infecté transitoire, mais qui est considéré à 15-30 jours, sauf cas exceptionnel de souche un peu plus longue. Vous pouvez le maîtriser par la quarantaine. Alors ça, c'est bien à dire théoriquement. Okay. On sait tous que sur le terrain, c'est autre chose. Okay, la quarantaine. Mais théoriquement, c'est maîtrisable. Okay. Donc il reste quand même le test à l'introduction, plus la quarantaine, qui sont extrêmement importants. Okay. Les tests à l'introduction, ce sont des tests, pour moi, qui doivent d'abord chercher à détecter la présence du virus. Pourquoi? Parce que je rentre un animal, ce que je veux savoir, c'est il excrète ou pas du virus. Surtout si je n'ai pas de quarantaine et que je le mets directement dans l'élevage avec les autres. Okay. Donc en général, ils font quand même de 3 à 4 jours, mais une quarantaine de mois, c'est autre chose qu'une quarantaine de 3-4 jours. Et donc, au moins, j'aurai le résultat du test. Donc, on utilise des tests qui sont plutôt des tests. Alors, ça dépend de l'âge. C'est pareil, qui peuvent être de la PCR ou de l'antigène 0 ou même de l'antigénémie NS2-3. Ça peut marcher aussi très bien sur des animaux adultes. Okay. Alors, pour les infectés transitoires, j'aurais plutôt tendance à prendre un test qui a une détectabilité assez forte. Okay. Parce que si vous êtes en bout d'infection transitoire, la charge virale, elle commence à être faible. Donc, autant être avec un test qui détecte le plus possible. Okay. Pour ce qui est des IPI, c'est un peu différent. Pour ce qui est un IPI, si vous avez un animal adulte, vous pouvez faire une antigénémie NS2-3, à mon avis, il n'y a pas de risque majeur. Okay.
Ces tests à l'introduction sont extrêmement importants. Et c'est la base, hein, pour tous les pays européens, du contrôle. Chaque fois qu'il y a une introduction, c'est obligatoire de tester les animaux, sauf exception, si je peux vous certifier que je rentre un animal non hippie. Et à mon avis, ça, c'est probablement une des plus belles inventions, enfin, la certification. C'est quelque chose d'extrêmement intelligent, qui a d'ailleurs été élaboré par les GDS, notamment les GDS Bretagne en partie, hein, avec d'autres partenaires, hein, Oniris et d'autres. Et cette certification de dire, je vous garantis, je ne peux pas vous garantir que je rentre un animal qui n'est pas infecté BVD, parce que je ne peux pas vous garantir qu'il ne soit pas en infection transitoire. Par contre, je peux vous garantir que vous ne rentrerez pas en hippie. Okay. Donc le risque, il n'est pas nul, mais je garantis un risque par rapport à un hippie qui est quand même la source principale de contamination. Alors, ces tests à l'introduction, alors je reviendrai sur les tests à l'introduction. Cette certification non hippie, okay, elle a été faite sur des critères qui sont des critères soit analytiques, donc des tests. J'utilise un test. S'il est séropositif, il n'est pas hippie, puisqu'un hippie n'est pas séropositif. Okay. S'il est vironégatif, il n'est pas hippie, parce qu'un hippie, normalement, c'est toujours viropositif. Alors, je simplifie, hein. Mais aussi sur des mesures de gestion. Donc, sur des suivis d'élevage en Bretagne, il y avait 3 laits successifs à 4-8 mois. Il fallait qu'ils aient des codes 001 ou 011. Enfin, il y avait des situations épidémiologiques qui permettaient de dire que dans l'élevage, c'était indemne. Donc, il y a un nombre de critères, 11-12 critères qui ont été établis pour dire l'animal est non hippie. Okay. Et à côté de ça, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils sont allés voir s'ils se trompaient ou pas. Donc, chaque fois qu'il y a une anomalie, un animal qui sort viropositif alors qu'il était certifié non hippie, ils ont été testés pour savoir, si ce n'était pas une vraie ou une fausse anomalie. Fausse anomalie, c'est infecté transitoire, donc on met de côté. Mais si c'était une vraie anomalie, ils sont allés voir pourquoi. Est-ce que c'était lié à un test analytique? Est-ce que c'était lié au mode de gestion? Et ils sont aperçus, et ça c'est une présentation qu'avait fait Alain Joly, pas Édouard, hein, Alain, okay, que, en fait, dans leurs critères, ils arrivaient à un critère de 0,14 pour 5000, bien en dessous du seuil qui avait été défini de la CERSA, qui était un seuil d'erreur qui disait que le niveau accepté, ce n'est pas plus d'erreur que 1 sur 5000. D'accord? Le seuil non-certification hippie, c'est de dire, vous rentrez un animal non hippie avec une probabilité d'erreur de 1 sur 5000 animaux rentrés. Avec ces chiffres-là, ils sont à 0,14. Et ils sont même aperçus que les critères épidémiologiques étaient à la limite plus efficaces que les critères analytiques. Donc les tests. Ça peut se discuter. Voilà, ça peut se discuter, on n'est pas forcément d'accord. Okay, mais bon, c'est la présentation, c'est la conclusion d'Alain. Donc moi, je discute toujours avec Alain dessus, on n'est jamais d'accord, mais bon, après, voilà. Okay. Alors, par contre, ça a été repris au niveau européen, ces tests, mais simplement dans la partie analytique. Donc les pays européens qui testent les hippies, puisque je teste les hippies et que je vais me mettre à tester tous les hippies qui naissent, je peux tout de suite, à la naissance, garantir, avec 2 prises de sang éventuellement, ou avec une, non hippie. Et il y a une certification qui rentre dans une gestion qui est une gestion nationale informatique qui vous permet de dire, voilà, en Suisse, l'éleveur peut aller voir quand il veut acheter un animal, il va voir sur le centre de gestion si l'animal a été certifié ou a été sorti non hippie. Et ça permet de rentrer des animaux qui sont non hippies. L'autre risque, et le dernier risque qui est un peu plus compliqué, en fait, c'est ce qu'on appelle la vache de Troie ou le cheval de Troie. C'est je rentre dans mon élevage une vache qui est gestante, okay, qui était infectée transitoire, donc qui a été infectée à la période de production des hippies, et bien son fœtus il est hippie. Mais elle n'est pas hippie. Okay, et il y a différentes situations. Alors l'idéal, ce serait de tester le fœtus. Okay, bon, c'est possible, hein, on le fait expérimentalement. On va chercher un échographe, on va prendre une ponction et on va chercher le liquide amniotique. Bon, c'est infaisable sur le terrain. Okay, donc, alors vous avez différents tests. Hein. Si la vache est séropositive, vous ne savez pas quand elle a été infectée. C'est très difficile, donc potentiellement le veau va être hippie. Donc ce qui est conseillé dans tous ces tests, c'est de mettre les animaux en quarantaine. Alors pas forcément tant qu'elle n'a pas vélé, mais au moins dans les 10 jours avant la période des vélages, et autour du vélage, c'est de mettre la vache et bien sûr son veau qui va naître en quarantaine pour tester le plus rapidement possible le veau. Donc les Suisses, ils disent on met en séquestre. Donc c'est un joli mot, moi je trouve que c'est mieux que quarantaine, mais voilà. Et donc, mais c'est en fait un plan, c'est une mesure qui a été d'ailleurs fortement augmentée ces dernières années pour essayer d'éliminer les derniers hippies, quoi. En Suisse par exemple. Okay. Après, si elle est séronégative, soit elle n'a pas été infectée, mais soit elle est hippie aussi, hein, parce qu'une vache hippie donne un veau hippie. Donc il faut faire un test séro à côté, séro et vironégative, ça va dépendre, donc faites attention quand même aussi. D'accord ? Bon, si on regarde le contrôle, je vais vous donner un exemple
3 exemples, la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Donc c'est à peu près les mêmes plans de contrôle, ok. Mais la Suisse, elle va un peu plus tôt. C'est jamais un virus, un hôte, quoi. C'est un couple virus-hôte. Et donc c'est une réaction, c'est la capacité qu'a l'hôte à éliminer le virus versus la virulence de la souche. Voilà, en fait. Ok. Voilà. Donc voilà. Puis après, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Si vous avez un animal qui est immunodéprimé pour d'autres raisons, parce qu'il y a des infections secondaires associées, bah, vous avez aussi, voilà, sa capacité à éliminer le virus, elle est plus faible, quoi. Hein. Voilà. Donc en fait, alors après c'est pareil, on vous dit faites attention, vous avez des virémies transitoires par PCR sur 300 jours. D'accord, mais la PCR, c'est pas du virus infectieux. On est bien d'accord. Okay. Pour ça, il faudrait faire un test de virémie. Cela dit, il y a des Anglais qui avaient montré que 3 mois après, ils arrivaient à retrouver des souches infectées transitoires. Mais c'est quand même pas le plus fréquent, quoi. Okay. Donc la Suède, eux, ils étaient partis sur de la sérologie, parce qu'en fait, ils avaient une situation à séroprévalence faible. Okay. Des mesures de biosécurité qui étaient facilement adaptables, parce que je vous l'ai dit, ils avaient quand même des élevages très éloignés. Hein, en Suède, vous faites un élevage de bovins, un élevage de rennes, un élevage de bovins, un élevage de rennes, un élevage de bovins, et puis vous avez fait 300 km. Quoi, hein. Donc, enfin, j'exagère, mais bon, sur des situations de voisinage qui n'y étaient pas, et sur des mesures de biosécurité qui étaient facilement applicables. Les Suisses, les Allemands, les Belges ne sont pas partis sur cette option. Ils ont dit on va partir directement sur la détection des IPI. Avec des différences quand même. Hein. Les Suisses, à un moment donné, ils se sont dit voilà, on a 1,3% d'IPI, okay, mais dans ces IPI, on a plus de 10% des animaux qui sont IPI à plus de 2 ans. Donc on considère qu'on a un nombre assez important d'animaux IPI adultes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de détecter tous les animaux, y compris. Voilà, adultes et veaux. Donc alors c'était gradué, parce qu'ils ont commencé par tester les animaux qui retournaient d'estive. Ensuite, ils ont fait une phase, on teste tous les veaux nouveau-nés, soit sur sérum, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que les boucles, ou sur boucle. Okay, et très rapidement, on teste tout le cheptel. Alors, ça a un intérêt, c'est efficace, on sait ce qu'il y a. Après, il faut avoir les pépettes pour le faire. Hein. Bon, les Suisses sont plus riches que nous, a priori, à ce que je vois là. Et donc, ça a coûté. L'Allemagne avait calculé que s'ils appliquaient le plan suisse, direct, ça leur revenait à 360 millions d'euros pour le plan. Donc, c'était infaisable compte tenu des 14 ou 12 millions de bovins qu'ils ont en Allemagne. OK ? Ouais, nous, avec 1 million, ça serait encore pire. Donc, on est parti sur ils sont partis, en fait, on va d'abord essayer de tester tous les animaux qui naissent. OK ? Pour essayer de clarifier la situation à la naissance. Éliminer les IPI, et les IPI s'élimineront les autres un peu de même, soit parce qu'ils sont malades, ils ne sont pas bien, c'est des crevures qui ne servent à rien, soit parce qu'on les détecte à un moment donné lorsqu'il y a un achat et une vente, parce qu'il y avait des tests aussi d'introduction, okay, et on les élimine progressivement. Okay. Okay. Ce qui est important en fait, c'est le délai du test que vous allez mettre en place. Okay. Les Suisses, c'est pareil, ils sont partis sur un mode un peu drastique, qui est de dire on va tester tous les veaux dans les 7 jours qui suivent la naissance. 7-8 jours. Okay. Les Allemands, les Belges ont par exemple une période beaucoup plus longue. Les Allemands, au début du plan, c'était 6 mois. Vous aviez 6 mois pour tester votre animal, ce qui était relativement long. Depuis 2007, ils sont passés à 40 jours. Hein. Donc ils ont, c'est pareil, ils ont un peu, parce qu'il faut éliminer les derniers. Okay. Avec, pour la Belgique, la possibilité de tester 2 fois. Donc on considère que si vous avez un animal viropositif, ce qui est vrai, c'est un infecté transitoire ou un IPI. Donc on vous laisse le choix de tester 4 semaines après pour dire maintenant c'était un infecté transitoire et donc du coup je le garde ou pas. Ça peut être, on peut garder l'animal IPI hein, à partir du moment où on applique des mesures de quarantaine et qu'on l'isole du reste du troupeau. Donc en Belgique, quand vous avez un animal qui est diagnostiqué viropositif, un veau, si l'éleveur veut faire un contrôle, il peut dire c'est un IPI, je l'élimine, ou il peut dire je vais faire un contrôle à 40 jours pour savoir si c'est un infecté transitoire, mais dans ce cas-là, le veau ne sort pas de l'exploitation, mais il ne va pas au pâturage. C'est obligatoire, alors après, est-ce que c'est respecté ou pas, mais dans les textes, le veau reste, je pense que c'est, enfin bon, pour ça, les Belges, ceux qui s'y impliquent, ils sont assez quand même, ils l'ont mis dans un local, isolé des autres, et il ne sort pas au pâturage. Il ne sort que pour l'abattoir éventuellement. Ok ? L'autre point, c'est que c'est d'autant plus facile à éliminer, détecter les IPI, que derrière, vous subventionnez l'IPI, quoi. Il faut être logique aussi. Hein. En Allemagne, en fait, c'était les Landes qui subventionnaient les IPI, et vous aviez en Bavière 160 € par veau qui était restitué, alors que dans les pays du Nord, c'était 60-65 €. Le taux d'IPI qui était très rapidement éliminé, en Bavière, était beaucoup plus important que dans les pays du Nord, quoi. Okay, parce qu'il y avait un gain aussi économique associé pour le faire. Donc il y a 2 choses. Hein. Le temps pour faire le test, et une fois que le test est positif, le temps pour éliminer le veau. En règle générale, c'est plutôt très court, là pour le coup, c'est 7 jours entre 7 et 15 jours. Ça, c'est 2 points qui sont extrêmement importants. Ouais.
La Bavière, c'était les hippies ou alors les virémiques? Alors l'Allemagne pouvait faire les deux au départ. Donc au départ, vous aviez, sur une prise de sang, vous pouvez considérer qu'il était hippie ou virémique transitoire, mais vous l'éliminez, quoi. Donc comme la subvention, elle se faisait que sur la première prise de sang, voilà. Donc c'était élimination directe, quoi. Voilà. C'était incité à éliminer rapidement l'animal, quoi. Voilà. Ok. Donc ce qui est important, c'est que même si vous avez un temps de latence, vous gardez l'animal hippie, il faut essayer de l'isoler des autres animaux. Donc vous isolez à minima le veau. Dans certains plans de production, ils isolent aussi la mère, puisqu'ils disent veau hippie, potentiellement mère hippie. Donc tant que la mère n'a pas eu un test, elle est aussi isolée en parallèle. Okay. Donc ça, c'est les débuts des plans. Vous voyez qu'en fin de plan d'éradication, c'est même beaucoup plus sévère, parce qu'en fait, si vous détectez un animal hippie dans une situation, par exemple en Suisse, où ils sont indemnes, où il y a une réapparition dans un élevage, donc il y a élimination directe de l'animal hippie, ils testent la mère, mais ils mettent aussi sous séquestre, donc sous quarantaine, l'élevage complet, jusqu'à 60 jours après la dernière élimination de l'hippie. Donc c'est vraiment, mais ils sont à la deuxième phase, où ils essayent d'avoir les derniers hippies qui sont toujours les plus durs à éliminer et les plus chers, quoi. Voilà. Donc là c'est pareil, vous parlez bien d'hippie? Ouais. Là, dans ce qu'on considère, non, là, on considère que c'est hippie, ouais. Okay. On est toujours sur la base hippie. Donc tout ce qui est éviter l'introduction, j'en ai déjà parlé, hein. Donc c'est tout ce qui est certification, avec des tests à l'introduction systématiques, sauf si vous avez une certification non hippie. Mais il n'y a pas non plus de test de dépistage spécifique des infectés transitoires. Puisque si vous avez une certification non hippie, il peut quand même être infecté transitoire. Donc là, il y a toujours un risque à considérer. Okay. Et après, alors l'acquisition du statut indemne, même si le statut indemne, on en a discuté, c'est plutôt un statut légal, il n'y en a pas à l'heure actuelle en Suisse ou en Allemagne. Alors les Suisses ont tendance à dire qu'ils sont indemnes, les Allemands disent qu'ils sont en situation très favorable, donc ils qualifient leur cheptel comme ça d'ailleurs. Hein. Okay. Mais l'autre différence qu'il y a, en fait, c'est les Suisses sont partis sur 4 ans, ils ont dit on réduit drastiquement les hippies, okay, et après on commence à qualifier les cheptels. Okay. Et vous avez toujours une période, je pense que j'en ai mis un peu ici, bon, enfin on verra après, vous avez toujours une période où en fait il faut à la fois du test de dépistage auriculaire sur tous les veaux et du dépistage sérologique qui se chevauche sur un an pour essayer de voir comment ça se situe. Puis après, si ça va bien, ils arrêtent le dépistage des veaux et ils partent sur la sérologie. Okay. Okay. L'Allemagne, la Belgique permet un statut relativement indemne beaucoup plus tôt. Pas forcément, par exemple les Belges, ils ont réduit de moitié leur nombre d'hippies, ils ne sont pas à un taux très faible, mais ils commencent à permettre des statuts éventuellement indemnes, sous couvert bien sûr de tests, okay, dessus. Donc ça c'est un choix aussi qui est un choix un peu politique aussi. Ce qui est très important, si vous regardez la littérature, hein, le succès, il repose aussi sur une gestion nationale et centralisée, notamment des fichiers des animaux hippies, non hippies. Okay, pour permettre très rapidement de donner une certification à l'animal. Ça permet aussi d'avoir des données épidémiologiques sur est-ce que mon plan il fonctionne. Okay, parce qu'au bout de 2-3 ans, je dois quand même valider le nombre d'hippies ou le nombre de fermes qui sont potentiellement infectées avec des hippies. Okay, et ça permet aussi d'aider les enquêtes épidémiologiques qui sont relativement importantes, notamment en fin de plan, quand vous avez des poches de résistance, des régions où vous n'arrivez pas à l'éliminer, ou des élevages même pour lesquels ça pose un problème. Okay. Donc extrêmement important. La troisième chose, c'est qu'ils le disent tous, c'est qu'il faut de l'information et de la motivation à la fois des éleveurs, mais il n'y a pas que les éleveurs, hein, tout le monde est impliqué, les vétos de terrain, okay, les labos, okay, et tout ce qui est ministère, donc tout ce qui est régalien. Et ça ne peut marcher que si vous avancez tous et en même temps. Alors c'est beau, hein. On ne se croirait pas dans les campagnes, hein. C'est un peu, ouais. Ok, c'est très beau. Mais c'est vrai que, en fait, les Allemands, ils ont essayé de faire une gestion individuelle de la BVD depuis 1998. Hein. Ils ont mis en place leur plan obligatoire en 2011 parce qu'ils sont aperçus que ça ne marchait pas forcément. Okay, mais ça nécessite quand même d'avoir des sources financières assez importantes et surtout de faire agir les gens en même sens. Notamment dans les zones où vous avez par exemple des densités assez importantes, très fortes, où là, pour le coup, vous dépendez quand même de votre voisin, quoi, hein. Si vous pouvez être indemne des BVD, mais si votre voisin ne joue pas le jeu, le risque de l'introduction, il est quand même relativement important. Les résultats. Donc la Suisse, en fait, ils ont commencé en 2008. 4 ans après, ils avaient 0,05, ils étaient à 1,4% d'IPI. Ils avaient quand même un taux d'IPI assez important, hein, les Suisses, hein, par rapport à nous même. Okay, et ils sont arrivés à 0,05% en 2012, donc en 4 ans. Et là, ils sont à une situation à 0,03% en 2015. Je n'ai pas les chiffres 2017, mais ils sont à peu près un peu. En fait, ça stagne un peu. Donc 0,02, je pense. Okay, avec une situation en 2015 qui était 99,9% des exploitations qui considéraient comme indemnes.
Okay, un coût de 45 millions d'euros quand même associé. Okay. Les Allemands, vous voyez qu'en 4 ans, c'est 45 millions d'euros total je crois, sur 4 ans, non ouais, sur les 4 ans de plan, pas sur la durée totale, il y a une simulation qui a été faite sur la durée totale. Okay. En Allemagne, ils étaient partis d'une prévalence à 0,5, et ben, ils sont partis à 0,03% en 2016. Vous voyez qu'on réduire le nombre d'IPI, c'est faisable, ça peut aller vite quoi. Okay. Nombre de fermes, donc avec IPI, ils étaient à plus de 8000 en 324 et 324 en 2016. Donc il y a quand même, on peut arriver à jouer sur les fermes IPI. Avec un coût qui était pour le coup de 33 à 44 millions d'euros par an, mais c'est sûr, ils ont plus de bovins qu'en Suisse, quoi. Donc 95% des coûts à ce stade de la gestion, c'est des coûts analytiques, de diagnostic principalement. Okay, puis la Belgique qui est intermédiaire. Donc la question qui s'était posée là, en 2012, là, au BVDD, c'était les Allemands, c'était bon, on réduit drastiquement les IPI, mais est-ce que finalement on a une bonne droite, quoi, et que finalement on ne va pas avoir d'IPI? En fait non, on le sait très bien, hein, vous allez avoir plutôt une courbe asymptotique là, où vous allez avoir un seuil d'IPI, et ça c'est le cas des Suisses, hein, où vous allez avoir un niveau d'IPI qui reste bas, mais qui est quand même relativement important, quoi. Okay, et la question qui se pose pour eux, c'est maintenant comment on fait? Comment on fait pour aller chercher ces derniers IPI et les éliminer? Et ça, c'est problématique aussi. Juste pour l'aspect économique, il y a une étude qui est sortie en 2017 hein, dans Preventive Veterinary Medicine, qui a essayé d'analyser le coût sur une simulation en partant de 2008, donc avant la mise en place du plan de Suisse, jusqu'en 2021. Ils sont aperçus, alors ils ont calculé le manque à gagner, hein, je vous le passe ici, mais ils sont aperçus qu'en fait, en 2021, ils auront une valeur en capital de 39 millions d'euros, donc ils estiment qu'ils auront gagné 39 millions d'euros par rapport à la situation s'ils n'avaient pas engagé de plan d'éradication. Et l'année seuil, c'est l'année 2015. Donc ils ont commencé en 2008, donc il a fallu, voilà. Et en 2015, ils ont considéré que les courbes se croisent en 2015. Et vous me mettez bien, hein, si la BVD n'est pas encore totalement éradiquée, parce qu'ils ont encore de la BVD en Suisse, il hein, faut dire ce qui est, quoi. Okay, les bénéfices sont quand même maintenant engrangés par rapport au coût réel de la BVD. Alors, quand c'est pas encore éradiqué, vous voyez que vous avez toujours ce seuil qui est ici. Hein. Donc les principaux problèmes, donc ça c'est les Allemands, c'est une étude allemande, hein. Les principaux problèmes en fait qu'ils ont rencontrés, c'est la persistance de foyers dans des zones qui sont dites des zones à risque, souvent des zones à densité élevée de cheptels ou à prévalence qui sont élevées. Et un deuxième type de problème qu'ils ont, c'est la réintroduction d'IPI ou de statut d'élevage qui était considéré comme indemne, où il y a une réintroduction, une réapparition de la BVD. Donc c'est deux problèmes qui existent. Hein. Alors, là, c'est simplement le taux, le nombre de fermes avec des nouvelles infections, et là, c'était en Suisse, avec, vous voyez qu'il y a toujours en fait des nombres de fermes avec des infections en bleu, et là, vous aviez en fait sur la courbe, c'était au BVDD, sur les GDS Breton, qui montraient que ça descendait, mais il y en avait quand même des nouvelles infections qui arrivaient. Donc il ne faut pas négliger le fait que vous pouvez très bien avoir, même dans une zone indemne, une réinfection de certains élevages. Ça pose vraiment problème. Alors les causes, c'est pas forcément la qualité des tests, qui est quand même relativement bonne, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc c'est pas la cause primaire, ils n'ont pas identifié comme la cause primaire les Allemands. Par contre, ils ont très vite vu que leur test était de manière trop tardive. Donc puisqu'à l'époque, ils faisaient 6 mois pour... donc maintenant, c'est 40 jours. Depuis 2017, ils ont réduit. Vous avez 40 jours pour détecter, concentrer et éliminer l'animal. L'élimination des IPI sans quarantaine associée et l'absence de mesures de biosécurité. C'est sûr que quand vous allez dans des élevages, il y a des élevages, des éleveurs qui ne veulent pas le faire, il y a des poches de résistance possibles, avec des possibilités de réintroduction, je ne veux pas tester l'animal à l'entrée, je ne le testerai pas, ça existe, hein, on sait tous, hein. Donc ça peut aussi jouer, quoi. Et il se pose toujours la question, mais là on en a parlé en début, de ces infections transitoires qui finalement pourraient être responsables du bas bruit, hein, des 0,2% d'animaux qui restent à IPI dans les troupeaux. Donc ces infections transitoires, ils commencent à beaucoup plus sérieusement les prendre en compte. Je ne sais pas comment ils vont les gérer, mais c'est quand même pris, mais c'est après la phase d'élimination des IPI. Le dernier point, c'est que vous êtes une phase d'élimination des IPI. À un moment donné, il va falloir arrêter de faire des tests de détection des IPI parce que, à un moment donné, tester tous les veaux qui naissent, ça coûte très très cher, quoi, hein. Donc on va passer à une phase dite de surveillance. Et là, il faut faire très attention parce qu'on sait que les derniers IPI sont toujours les plus difficiles et les plus coûteux à identifier, que la population, graduellement, elle va devenir séronégative, et donc que les animaux sont beaucoup plus sensibles à une nouvelle infection. Si vous avez une souche qui n'est pas forcément pathogène, c'est moins grave, mais si vous avez une souche très pathogène, ça peut provoquer des dégâts, même cliniques, et donc économiques dans les élevages qui seront infectés. Et le dernier point, c'est que ça va bien, tout le monde va bien, on va relâcher les règles de biosécurité, quoi. Et ça, c'est des classiques, c'est pas spécifique à la BVD, quoi, hein. C'est spécifique à tout le monde. D'où,
en fait, ils augmentent, plutôt sur ces derniers plans, les règles de biosécurité à l'introduction, en essayant d'être plus drastique sur les tests et de vérifier que tous les tests soient faits, voire d'avoir une certification qui est vraiment bien établie. Okay, et en parallèle, ils vont aller voir dans les élevages, ils ont un suivi d'élevage qui est un suivi principalement sérologique. On passe à la sérologie qui est quand même beaucoup moins chère, et notamment sérologie soit de mélange, soit sur les tanks pour les élevages laitiers. Donc je ne vous ai pas parlé des sérologies des tanks parce qu'il y a un petit décalage entre l'apparition d'un foyer et puis la sérologie positive sur un lait de tank qui permet un retard, mais c'est bon, voilà, c'est principalement les maîtrises. Donc si vous regardez un petit peu ce qui a été fait en Suisse, en fin 2012, ils avaient fait leur phase « je teste tous les veaux avec les boucles auriculaires, j'élimine tous les animaux hippies ». Puis la situation était relativement bonne et stable en 2012, ils ont décidé, sur une année on va continuer à tester tous les animaux avec des boucles, mais en parallèle on va mettre en place la sérologie sur les élevages indemnes. Et puis à partir de 2013, on arrête de tester systématiquement sur boucle auriculaire et on continue avec la sérologie, soit sur analyse, donc c'est des échantillonnages aléatoires sur mélange de sang, soit sur lait de grande mélange pour les élevages laitiers. Ils ont quand même défini 5 situations. C'est là où c'est intéressant. Tous les élevages qui avaient pas d'IPI dans les 24 mois avant, ils ont considéré que c'est des élevages bien maîtrisés. Okay, et donc en fait, il y avait un lait de grand mélange par an pour le lait. Okay, ou un test par groupe d'animaux, donc un pourcentage d'animaux dans chaque élevage. Pour les élevages où il y avait un IPI qui avait été présent dans les 24 derniers mois, vous savez que c'est décalé. Quand vous avez un IPI, même quand vous l'éliminez, vous pouvez avoir des infections parce que l'IPI a pu contaminer une vache gestante. Le temps que le nouvel IPI sorte, il y a un temps de décalage. Donc ils ont considéré que ces élevages étaient encore à risque. Et donc en fait, ils ont fait de la sérologie sur groupe d'animaux parce qu'ils considéraient qu'à l'époque, c'était plus sensible en termes de détectabilité que sur les grands mélanges. Okay, en élevage laitier, où ils sont partis à je fais de la sérologie sur tous les animaux, dans les élevages qui sont les élevages allaitants. Et ils ont aussi identifié ce qu'ils appellent des petites exploitations ou exploitations spéciales, donc essayer d'identifier les exploitations à risque. Des poches où il y avait de la résistance, des poches où vous avez de l'engraissement, à côté d'élevage laitier par exemple, ou de l'introduction massive sans qu'il y ait forcément des règles de biosécurité bien maîtrisées. Et là-dessus, ils ont continué à faire pendant 2-3 ans des tests systématiques sur les veaux nouveau-nés. Donc vous voyez, ils ont un peu essayé d'associer les deux méthodes. Moyennant quoi, ils sont en décembre 2017 à 99% des exploitations qui sont indemnes. Donc ça peut avoir un intérêt, vous garantissez jamais à 100%, c'est pas possible, mais vous avez quand même une évolution un peu progressive dans ces fermes-là. Donc on a fini pour les plans classiques. La troisième mesure que je vous ai dit, c'est la vaccination. Donc il y a des pays qui autorisent la vaccination, d'autres qui ne l'autorisent pas. La Suisse ne l'autorise pas, l'Allemagne, la Belgique, l'Écosse, l'Irlande autorisent la vaccination. Donc la place de la vaccination dans la matrice de la BVD, il y a 2 niveaux. Historiquement, je vous l'ai dit, et c'est encore le cas aux USA, c'est je protège de l'impact clinique. Je ne veux pas forcément je veux pas éliminer la BVD, je m'en fous, je veux simplement limiter les pertes cliniques et la vaccination me suffit à limiter les pertes cliniques. Et dans ce cas-là, le premier effet, les premiers vaccins, ils avaient une visée protection des veaux, une visée clinique, protection des vaches vis-à-vis des souches hyper virulentes, parce qu'aux États-Unis, il y avait quand même pas mal de souches assez virulentes, notamment BVD2, mais pas que. Protection donc, contre les diarrhées, protection des veaux contre les entérites, contre les bronchopneumonies, donc il y avait l'impact clinique. C'est toujours ce qui est le cas en termes de vaccination. Après, avec l'apparition du mécanisme des IPI, est apparue la seconde génération de vaccins, l'évolution, qui sont je ne veux pas qu'une protection clinique, mais je veux aussi une protection virologique. Je veux que ma vache qui soit vaccinée, si elle est infectée par une souche de BVD, elle ne fasse pas un IPI. Et donc ça, c'est une protection, on va dire, virologique, épidémiologique. Et comme ça, je limite aussi la circulation des IPI dans mon élevage. C'est un moyen de limiter, très clairement, de limiter la situation des IPI dans mon élevage. Donc, si vous regardez la protection, les critères d'efficacité retenus, à l'heure actuelle, pour la protection virologique, épidémiologique, alors je vous ai mis les vaccins sur le territoire français, Bon, c'est à peu près les mêmes, ou les équivalents en Europe. Alors je ne vous parle pas des États-Unis, ils ont 150 vaccins différents contre le BVD, mais alors eux, c'est le marché qui fait le choix. Donc ils ont une obligation d'innocuité, mais pas forcément d'efficacité. Après, c'est le capitalisme, donc c'est le marché qui va sélectionner les bons vaccins. Nous, on a une obligation d'efficacité et d'innocuité. Donc vous voyez que la plupart des vaccins, en tout cas ceux qui sont utilisés pour les protections, pour l'épidémiologie, ils ont une indication de protection fœtale. Ils diffèrent un peu par les souches qui sont à l'intérieur des vaccins. Donc ces deux ayant du BVD1, celui-là a du BVD1 et du BVD2. On en parlera un peu après. Et ils diffèrent aussi par leur durée de protection. Les efficacités, elles ont été prouvées par des études en station expérimentale. Il y a aussi maintenant, alors, notamment pour les jeunes vaccins, parce que
On demande plus aux nouveaux vaccins qu'aux vieux, quoi, des études épidémiologiques de terrain qui montrent qu'il y a une efficacité. Est-ce que je garantis une efficacité à 100% sur 1 million de bovins? Non, il faut être clair, quoi. Hein, mais par contre, je réduis très fortement quand même la probabilité d'infection des épis. D'accord? Donc, sur les critères d'efficacité clinique, vous voyez qu'il y a une méta-analyse qui avait été faite en 2015 qui avait montré qu'au moins sur les aspects, je dirais, troubles liés à la reproduction, vous aviez quand même une efficacité importante des vaccins puisque ça réduisait de 45% les avortements et les 85% les infections fétales. Donc il y a quand même un consensus, en tout cas dans cette méta-analyse, qui disait qu'il y a quand même une efficacité clinique nette des vaccins BVD, au moins contre les troubles liés à l'avortement, liés à la reproduction, excusez-moi. Okay, donc ça c'est clair. Donc on a des vaccins qui sont quand même des vaccins intéressants. Il ne faut pas négliger, moi je ne suis pas pro ou anti-vaccin, le message c'est pas de vous dire utiliser les vaccins, c'est de dire les utiliser à bon escient. Voilà, c'est ça le message en fait, derrière. Et on a quand même des vaccins qui ont une indication fétale et claire avec une réduction des signes cliniques. Et alors, par rapport au plan de maîtrise maintenant, comment est gérée la vaccination? Donc je l'ai dit, aux États-Unis, il y a un plan de maîtrise, c'est l'impact clinique principalement, sauf 2 États, en particulier Michigan et Wisconsin, qui ont commencé des plans d'éradication. Mais les autres États, c'est plutôt de la maîtrise clinique. Donc il y a l'utilisation de vaccins de manière assez intensive. On aurait pu penser qu'on pouvait utiliser la vaccination comme certains pays l'avaient fait pour l'hiver, en disant je vais réduire la pression d'infection finalement, et une fois que j'aurai une pression d'infection, je vais éliminer les animaux positifs. Mais en l'occurrence, pour le BVD, ça n'a pas vraiment de signification scientifique, puisque ce sont les IPI qui sont importants. Les IPI sont à 0,5 à 1,5%. Donc autant partir sur la détection des IPI et les éliminer, même si ça coûte cher, parce qu'il faut quand même aller tester tous les veaux pour trouver les 0,5% d'IPI. Donc en fait, cet aspect-là est peu utilisé. Par contre, cet aspect vaccination, les Allemands par exemple, et même les Belges, le considèrent extrêmement important, même si leur plan repose sur l'élimination des IPI et la biosécurité. Ils disent qu'à un moment donné, il y a des élevages, on ne va pas pouvoir les sécuriser en même temps. Si j'ai un éleveur qui est indemne, qui est très bien, même si c'est la biosécurité, mais s'il y a des risques que je ne maîtrise pas, que ce soit le voisinage, que ce soit autre chose, je vais être obligé de vacciner. Je ne dis pas que je vaccine pour 10 ans, 15 ans, mais je vais vacciner cet élevage pour le sécuriser, pour qu'il n'y ait pas une réintroduction. Ou limiter la réintroduction si possible. Ça peut se faire, et en Bretagne, je sais qu'il y a des vétos qui le font, qui vaccinent dans certains systèmes, même en Bretagne, où on dit, si possible, pas de vaccination. Quand ils ont des gros soucis, dans les systèmes engraissement laitier, quelquefois, ça vaccine. Et il n'y a pas le choix, de toute façon, il n'y a que ça qui marche. Donc il faut y penser aussi. Sécurisation des mouvements, si j'ai des élevages un peu particuliers, à risque, ou si j'ai des zones à faible parce que ça passe pas bien, parce que le message n'est pas bien passé, et parce que je ne veux pas que ça reparte en flèche dans tous les sens. Et ça, c'est important. C'est de partir d'une zone et empêcher qu'elle rediffuse dans une autre chose. Deuxième point de la vaccination, c'est j'ai une situation indemne, il arrive du BVD par un infecté transitoire en épi et ça part en vrille parce que j'ai une souche très pathogène qui diffuse très très bien. Et ça, c'est le cas du BVD 2C, qui est apparu en Allemagne. En fait, c'était en Nord-Westphalie, donc où ils avaient pratiquement une situation relativement bien maîtrisée de BVD. C'était pas parfait à l'époque, en 2012, mais c'était relativement bien maîtrisé. Et en fait, il y a eu un achat de 2 génisses dans un élevage infecté transitoire, avec une souche BVD2C à l'époque. Mais très rapidement, il y a eu 23 élevages qui ont été très rapidement, en quelques semaines, infectés, avec des troubles cliniques sévères. C'était de la thrombocytopénie et surtout des troubles respiratoires, ce qui n'est pas forcément fréquent pour des souches de BVD toutes seules. Et alors, c'est parti aussi aux Pays-Bas, puisqu'il y a eu des veaux qui sont partis en veau de boucherie, où il y a eu 80% de mortalité dans les systèmes veaux de boucherie. Là, ça commençait à aller pas trop bien, mais vous aviez des signes cliniques, d'hémorragie sur les veaux, c'était assez impressionnant, Donc vous aviez une souche, ils sont aperçus après que c'était une souche très pathogène, mais non seulement elle était pathogène, mais elle avait une persistance relativement longue. Donc l'animal pouvait excréter plus de 30 jours, bien plus. Et en fait, les animaux qui étaient infectés transitoires, ils avaient des taux de multiplication virale identiques à des animaux épis. Donc une souche qui se répliquait très très bien. Et la contamination, elle s'est faite par un achat d'infectés transitoires, et elle s'est faite entre les élevages, probablement par du matériel contaminé. Le seul moyen qu'ils ont eu de limiter la casse, c'est franchement faire de la biosécurité et de la vaccination en foyer. Alors ils ont vacciné en urgence, mais je pense que ça ne marche pas bien, et même eux, sur les élevages infectés. Par contre, ils ont vacciné en foyer tout autour, ce qui a permis de diffuser, parce que comme ils ont vu que c'était par contact ou par voisinage, ça a permis de très vite, rapidement limiter l'infection. Et ils sont arrivés à limiter l'infection, même s'il y a toujours du BVD2C qui circule potentiellement en Allemagne. Mais en tout cas, ce foyer épizootique, ils l'ont relativement bien circonscrit. Point important, ce qui serait intéressant pour un vaccin, si vous êtes dans un plan de maîtrise et que vous voulez vacciner, ce qui serait intéressant derrière, et surtout si vous faites de la sérologie, puisque vous êtes sur la fin
de comètes et que vous faites plus que de l'étude sérologique, c'est de se dire comment je peux différencier mes animaux vaccinés de mes animaux infectés. Okay, et donc c'est ce qu'on appelle les vaccins DIVA. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de vaccin DIVA commercialisé pour le BVD. Il y a des études expérimentales, mais qui sont plutôt dans les laboratoires de recherche pour le moment. Ça rame, et on le sait, on sait que ça rame parce que de toute façon c'est un problème. Ça fait 20 ans qu'on essaie de le faire pour la classical swine fever, donc avec de gros échecs. Alors peut-être que pour le BVD ça va y arriver, mais pour le moment c'est très compliqué. Okay, donc il n'y a pas de vaccin qui permette de différencier des animaux infectés des animaux vaccinés à l'heure actuelle. Ça serait quand même un outil extrêmement intéressant dans ces fins de plan de campagne d'éradication. Ouais, mais après la recherche, même si on y arrive, je ne suis pas persuadé qu'il y ait un laboratoire qui va investir dans un vaccin humain pour une maladie qui, de toute façon, à terme, va être éradiquée. Ça dépend du marché que vous gérez. Ça dépend si vous gérez le marché américain ou le marché européen. Quoi. Voilà. Donc c'est clair que si c'est pour l'Europe, ça va pas être rentable. On est d'accord. Vous pouvez discuter avec n'importe quel fabricant. L'intérêt, ce serait. Alors, il ne faut pas qu'il ait qu'un intérêt divin. Il faut qu'il ait un intérêt d'efficacité peut-être aussi efficace. Vous voyez, il faut coupler les choses. Il faut avoir un intérêt d'innocuité bien sûr efficace, parce que ça peut arriver. Parce que ça va être un inactivé potentiellement, parce que ça risque d'être des E2, ça peut être la protéine E2 recombinante, quoi. Il y a beaucoup de travaux dessus. Il faut qu'il soit plus efficace que les autres, en une seule injection si possible, parce qu'on n'a plus envie de faire 2 injections, et qu'en plus il ait un marqueur d'IVA sur des pays qui veulent éventuellement engager. Donc ça reste de l'hypothétique. Donc ça reste. Mais c'est sûr que si c'est ceux qui s'y intéressent, ils s'y intéressent aussi pour le marché mondial plutôt que pour le marché européen. Je suis d'accord. Voilà. Donc, ok. Après la vaccination, après sur le terrain, vous la négociez. Soit je vaccine les seuls séronégatifs, puisque je considère que les séropositifs, ils sont protégés. Ok. Mais il faut faire une sérologie avant. Soit je vaccine tout le cheptel, ce qui a l'avantage d'éviter les oublis, de cycler l'état immunitaire du troupeau à un moment donné, de pallier les erreurs analytiques éventuellement de sérologie, parce que ça existe aussi, et finalement d'économiser un peu de sérologie aussi, bien que je sois obligé de vacciner tout. Donc c'est un peu plus simple, la vaccination du cheptel. Se poser aussi la question de est-ce que je vaccine tout le cheptel, ou je vaccine simplement les reproducteurs ou les génisses, plutôt les reproducteurs en se disant, si dans les élevages maîtrisés, où je me dis les génisses vont me servir de test pour voir s'il y a une circulation derrière, puisque si j'utilise des vaccins atténués, je vais avoir une conversion sérologique. Donc les tests sérologiques qui ne sont plus utilisables derrière. Et donc, ou alors de dire, je suis dans une situation qui n'est pas du tout maîtrisée, et du coup, je vaccine tout le cheptel, ce qui est beaucoup plus facile à faire, et ce qui harmonise en fait la situation vis-à-vis du cycle, vis-à-vis de l'état immunitaire du troupeau. Donc on part plutôt sur des vaccinations tout cheptel dans ces cas-là, puisque vous êtes en fin et que vous voulez vraiment limiter l'extension, sur des durées, alors là, c'est discutable, au minimum 12 mois, certains disent jusqu'à 36 mois, mais bon, au moins 12 mois, parce que tant que vous vaccinez, il y a quand même des vaches qui étaient hippies, potentiellement, avec des gestantes, et qui peuvent ressortir en hippie 9 mois plus tard, quoi. D'accord ? Donc c'est minimum 12 mois, on va dire. Après l'élimination, bien sûr, du dernier hippie. Ça n'empêche pas d'éliminer l'hippie dans l'élevage. Dernier point, et après j'ai fini, c'est une question qui était aussi posée, c'est, de toute façon on parlera de diversité des pestivirus bientôt, un peu plus que moi, c'est finalement en fait, est-ce que ça joue est-ce que ça a un impact sur les plans de maîtrise? Alors, pour regarder, on va faire très vite, les pestivirus, en fait, c'est 4 virus, on va dire le border, le BVD1, le BVD2, et en fait, si vous regardez, donc il va y avoir une nouvelle classification, dans 1 ou 2 ans, on les appellera pestivirus 1, 2, 3, 4, bon ça on s'en fout, enfin bon. Moi je préférais BVD1, BVD2 parce que c'était relatif à l'autre, au moins d'origine, quoi. Donc vous avez le 1, le 2, puis après vous avez celui de la girafe, on s'en fout, mais vous avez le BVD3, là je vais parler un petit peu, le classical swine fever, puis toutes les souches de border qui se baladent ici. La question qui se pose, c'est finalement nos tests sérologiques, parce que c'est ça, est-ce que je suis capable de détecter toutes les souches de BVD actuelles, et si j'utilise un vaccin, c'est aussi la question, est-ce que mon vaccin protège contre toutes les souches finalement circulantes. Alors juste avant ça, je vous parle du BVD3, vous voyez ce petit virus-là. Vous voyez qu'il n'est pas classé dans les BVD1 d'un point de vue phylogénétique, donc il est quand même relativement éloigné des autres. Alors ce BVD3, c'est un virus qui a été isolé, qui est fréquent maintenant, qui est endémique en Amérique du Sud, en Inde, qui a été identifié la première fois sur ce qu'on appelle des sérums de veau fétal. Donc on utilise dans les laboratoires pour multiplier les virus en culture cellulaire. C'est un virus qui s'est répandu. En fait, en Inde et en Amérique du Sud, il fait à peu près les mêmes effets que le BVD. Donc, vous pouvez avoir des hippies, vous pouvez avoir des infections transitoires avec des signes cliniques et des hippies. La question c'est quid du BVD3 en Europe, Donc il y a eu une identification de ce BVD3 en Italie,
Alors pour le moment, ça reste très italien. Dans le sud de l'Italie, en 2011-2014, où ils ont eu des formes cliniques respiratoires sévères en élevage. Okay, pour le coup, c'était en élevage. Hein. Ils ont identifié ce BVD3 avec la production d'IPI et des évos qui ont fait des maladies muqueuses. Okay. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Je n'ai pas de notification en Allemagne, ailleurs, de ce type de BVD3. Quoi. Okay. Donc, est-ce que c'est un problème très italien, centré italien? Pour le moment, la question qui se pose, ce BVD3, c'est que finalement, c'est un virus qui est très éloigné pour le coup. Alors, pour le coup, est-ce qu'il passe par nos tests ou est-ce qu'il passe par notre vaccination? Alors, la chance qu'on a, c'est qu'il y a deux rameaux de BVD3. Il y a un rameau plutôt Amérique du Sud et un rameau plutôt indien. Donc, celui qui est en Italie, il ressemble au rameau plutôt Amérique du Sud. Et, en fait, les tests qu'on a à l'heure actuelle détectent ce qu'on appelle les BVD3 plutôt d'Amérique du Sud. Donc, on n'a pas ce souci pour le moment, a priori majeur. OK. Le souci, c'est que si on a des rameaux indiens, là, parce que clairement, alors là, pour le coup, il y a des virus BVD3 qui circulent en Inde, sur lesquels, en fait, ils échappent au test actuel de diagnostic. On ne l'a pas en Europe. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on l'ait. Je vous le dis, c'est le fun, c'est l'actualité, quoi, on va dire. OK, d'accord. Mais il faut y penser éventuellement si un jour on l'isole, quoi. OK. Donc, vous ne stressez pas là-dessus. Hein. C'est pas la priorité des plans d'éradication du BVD, mais pour lequel il est relativement éloigné. Et donc, pour le coup, s'il apparaît, là, il va falloir adapter les tests de diagnostic possibles. Okay. Mais il n'y est pas encore, et celui qui a été identifié vraiment en Italie, c'est celui qui ressemble plutôt à l'Amérique du Sud, pour lequel les tests, la plupart des tests sont efficaces pour le détecter. Situation en Europe, alors c'est pas forcément trop clair. Hein. En Espagne, j'ai essayé de faire la littérature récente, ils ont à peu près 0,17% de BVD2 positifs. Okay. En Pologne, les premiers cas sont apparus en 2013, mais je n'ai pas d'indication. En Belgique, ils estiment à 4%. C'est des estimations parce que ce n'est pas des échantillonnages aléatoires pour aller rechercher du BVD. Donc en fait, on n'en sait pas grand-chose. Okay. Les Allemands ont fait une étude un peu plus poussée, ils étaient un peu plus, ils étaient entre 4 et 10% dans certains pays, mais il faut quand même relativiser. Quoi, hein. Donc il y a quand même moins de BVD2 que de BVD1 à l'heure actuelle, largement. Donc le souci, enfin en Europe, vous avez surtout du B, enfin on va vous en parler, du D. Quoi. Donc vous avez eu cette récente épisode aussi à BVDC en Allemagne, hein, il y en a encore. Okay. Et ça, c'était les résultats de l'Observatoire BVD en 2011-2014, mais on vous en parlera mieux après, pour lequel, en fait, il y avait en BVD2 0,65% des animaux touchés. Pareil, ce qu'on avait en Observatoire BVD, ce n'est pas une situation réelle, c'est des envois de vétérinaires avec des biais, parce que dans certaines régions, ils envoyaient plein de souches, alors que dans d'autres régions, il n'y a rien, et qu'on n'a pas un échantillonnage aléatoire. Ça vous donne juste une idée de la situation, et un E, à mon avis, il est surestimé là, parce que ça venait de toute la même région, quoi. Donc, potentiellement, quoi. Mais ça vous donne une idée quand même que en France, pour le moment, quand on les détecte, on est quand même très 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 grand majorité des cas sur du BVD1 pour le moment. OK. Donc, application plan de contrôle, il n'y a pas de... Alors, pour le dépistage à 1,2, on va revenir sur le 1,2. En sérologie, un S2,3, il n'y a aucun souci puisque la protéine est conservée, les anticorps sont conservés. On pourrait se poser la question pour ERNS, donc E0, qui est un peu moins conservé, mais les tests actuels font les deux. Ça, c'est clair. En PCR, vous avez des couples d'amorces sur les PCR. Hein. Elles sont dites pampesti, elles vous font même la border et même des fois le classical swine fever. Okay. Donc, en règle générale, jusqu'à présent, toutes les souches de BVD2 qui ont été testées, elles passaient très bien dans les tests de diagnostic. En vaccination, et là je vais aller assez vite hein, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Donc, soit vous avez des protections en laboratoire où on teste des vaccins par des protections croisées, séroneutralisation, soit vous avez des protections en laboratoire, enfin station expérimentale où je vaccine avec un vaccin, je challenge avec une souche hétérologue. Okay. En règle générale, on essaie de voir en protection clinique transitoire, mais aussi en protection fétale. Si on fait la littérature, c'est quand même très vaccin dépendant. Okay. Mais en règle générale, vous avez les vaccins BVD1 ont plutôt tendance à protéger de manière croisée contre le BVD2. On peut toujours se dire que la protection hétérologue est éventuellement un peu moins bonne que la protection homologue. Mais ça, c'est vrai pour même deux souches de BVD1. Hein. Donc vous prenez une A ou une AL, vous avez une protection homologue qui sera toujours meilleure que la protection hétérologue. À l'inverse, pour les Américains, c'était posé le problème parce que comme eux, ils avaient beaucoup de BVD2, ils avaient fait à un moment donné des vaccins BVD2 sans valence BVD1. Et là, pour le coup, il n'y a pas forcément de protection croisée efficace. Okay. Donc eux, pour le coup, ils sont obligés de mettre les deux valences. Parce qu'ils ont beaucoup de BVD2 en termes de prévalence. Ils sont à 45% de BVD2, nous on est à 1 ou 2%. Donc à l'heure actuelle, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire, il ne faut pas se focaliser complètement dessus, quoi. Ce n'est pas le centre d'intérêt majeur pour le moment, quoi. Hein. Donc il faut se dire que pour le moment, on a des vaccins et que ça couvre la plus grande partie des souches qui circulent sur le terrain et que potentiellement ça couvre aussi la souche BVD2. Donc voilà. Après, bon, il peut toujours avoir une souche qui arrive, hein. Et même une souche de BVD1, hein. Faut pas concevoir, enfin, ça c'est mon côté virologiste, mais après j'ai fini, c'est terminé. Faut pas concevoir, j'ai du 2, j'ai du 1, j'ai du 3, et puis c'est complètement séparé, quoi. C'est une évolution, hein, des souches,
Et une souche de BVD, donc sur des virus ARN, donc elle a la capacité de s'adapter très rapidement, elle peut aussi évoluer. Si elle mute sur le site antigénique ou sous les sites antigéniques ou les épitopes protecteurs majeurs, ben, elle peut être 1, elle va quand même échapper. Okay, donc ça, c'est une évolution du virus. Et les virus, les pestivirus sont connus pour être des virus qui évoluent très vite. Même parmi les virus ARN, ce sont des produits. Donc vous pouvez très bien avoir un vaccin qui protège contre le 1 et contre toutes les souches de 2, et puis qu'à un moment donné, il ne va plus protéger contre les souches de 1. Mais ça, c'est de la viro, quoi. On ne peut pas faire autrement. On ne va pas mettre les 10 000 souches dans un vaccin, quoi, hein. Donc il faut faire un choix, quoi, à un moment donné. Donc ça reste de la surveillance, mais par contre, la surveillance est intéressante. Sur des échecs de pharmacovigilance vaccinale, là, par contre, pour le coup, c'est intéressant d'aller voir quelle est la souche qui circule. D'accord ? Alors, je vous ai mis en conclusion, le BVD est-il en voie de disparition? Je n'ai pas mis éradication, hein. Vous avez vu, j'ai changé de mot, donc l'éradication, on passe à côté. Alors, il y a le côté positif et le côté négatif, quoi. Côté positif, on va reprendre la phrase d'Alinus qui disait l'éradication du BVD, donc le suédois, hein, qui a lancé le programme d'éradication en Suède. Il suffit de disposer de suffisamment d'argent et d'éleveurs motivés. Et j'ajouterais d'une situation quand même épidémiologique assez favorable, hein, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand vous êtes en Suède et quand vous êtes en France. Donc, alors ce qui est clair, c'est qu'on a quand même pas mal d'outils, mais non, on a quand même pas mal travaillé sur la BVD. Donc je pense qu'on a quand même des moyens techniques et des moyens intellectuels, parce qu'on a beaucoup de connaissances qui nous permettent d'essayer de mieux gérer cette maladie, quoi. À l'inverse, sur le côté un peu, alors pas négatif, mais c'est clair qu'il y a une composante sociale et économique qui est importante, hein, et que c'est viable, une éradication ou une élimination, que si c'est maîtrisé dans le temps, parce que détecter des hippies dans un élevage sur 20 millions de bovins, enfin, pas 20 millions qui naissent, mais sur plusieurs millions, ça va quand vous avez 500 000 bovins dans le pays, quand vous en avez, c'est pas pareil, quoi. Et donc ça peut être viable, mais qu'à court terme, quoi. Puis je dirais qu'il ne faut pas oublier, alors ça c'est mon côté encore virologiste ou anthropo-virologiste, de dire que on a toujours vécu avec les virus, hein. Il n'y a pas beaucoup de maladies éradiquées, hein, si vous regardez, hein. Même en humaine, hein, il y a des recrudescences de maladies qui apparaissent chez les bébés, rougeole, tout ça. Et donc il faut quand même rester relativement humble par rapport aux capacités évolutives des virus par rapport à des infections, quoi. Mais par contre, bon voilà, on a des plans sont déjà. Et la dernière chose, j'ai fini avec ça, c'est que vous voyez qu'en Europe, là, ce que je vous ai montré, c'est que quand même, il y a pas mal de pays quand même qui ont lancé des plans, quoi. Et donc, ça serait bien qu'on reste pas trop sur le quai, quoi. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Qu'on essaye de prendre le train à notre manière, avec notre façon. Donc, moi, je discute pas du plan en français parce que je le connais pas encore parfaitement et parce que bon, il y a des spécialistes dessus. On peut discuter avec, mais voilà. L'idée, c'est quand même de prendre en marche cette notion au moins de contrôle quand même très fort de la BVD en Europe. Et tous les outils sont nécessaires. Merci de votre attention. Merci.